Every minute slipping by, even when I close my eyes. Un énième retour, je sais. Mais pour le moment, je poste une vidéo par saison. J'ai fait celle d'hiver, celle de printemps, me voici avec celle d'été. J'ai envie de vous amener avec moi sur quelques jours pour profiter de la fin de l'été. Contrairement à beaucoup de personnes que je peux suivre sur YouTube, j'ai pas eu du tout de vacances cet été. Donc c'est peut-être pour ça que je peux avoir l'air un petit peu fatiguée. J'espère que vous allez bien. J'imagine qu'on est un petit peu toutes et tous dans une ambiance plutôt morose, assez négative au vu de l'actualité, enfin des actualités. C'est notamment l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu beaucoup de mal à poster. J'ai vraiment réfléchi à ça pendant plusieurs mois, je trouvais ça assez gênant et assez auto-centré vraiment de parler de moi, de parler de mes lectures, de mes voyages ou autres, alors que c'est vraiment la catastrophe partout. Et en même temps, j'ai réfléchi au fait que personnellement, j'adore YouTube, je regarde énormément de vidéos et je ne vois pas du tout d'un mauvais œil les gens qui postent du contenu. Pas du tout, justement, ça me permet de me déconnecter et j'ai essayé de prendre un petit peu ce parti, mais je ne me voyais pas commencer une vidéo sans mentionner le fait que j'ai conscience des horreurs qui sont absolument partout dans le monde. Je souffre pour elle, je souffre avec elle, et c'est une douleur qui ne part pas, et ce n'est pas parce que je poste que j'ignore cette souffrance. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais personnellement, ici, on s'approche de l'heure du goûter, et je ne peux pas commencer un vlog sans pâtisser un petit peu. Les cookies sont faits. Je vous raconte un petit peu ma vie. Hier, j'ai passé la journée avec ma maman. J'ai oublié mon téléphone chez moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est assez fou de dire ça parce que je ne fais pas partie de ces gens qui sont obsédés par leur téléphone, qui ont besoin de se connecter H24 sur les réseaux sociaux ou autres. Donc je ne pensais pas que ça aurait un réel effet sur moi. Bien sûr, quand j'ai réalisé que j'avais pas mon téléphone, j'aurais pu rentrer chez moi et aller le chercher, il n'y avait pas de souci. Mais il n'y avait absolument aucun intérêt. La raison principale pour laquelle j'ai mon téléphone tout le temps avec moi, c'est justement au cas où ma maman m'appelle ou un membre de ma famille m'appelle pour annoncer un drame. Donc voilà, je suis extrêmement optimiste, ça fait peur. Et comme elle était avec moi, je n'avais pas du tout cette angoisse ni ce besoin d'avoir mon téléphone avec moi. Et j'ai trouvé ça génial en fait de vraiment pouvoir me consacrer à elle, à nos activités, à ne pas être tout le temps dans la prise de photos. En fait, je n'ose imaginer ce que ça doit être de travailler dans ça, dans la vidéo, dans le contenu, notamment sur ce qui est lifestyle. Donc de toujours garder des souvenirs, prendre des photos, prendre des vidéos de ce qu'on fait au quotidien. Et en même temps, ça doit être épuisant, mais comme c'est un métier, dans un sens, c'est peut-être un petit peu plus facile à faire. Parce que justement, moi, mes jours off, c'est ce qui me sert à décompresser. Or, les gens qui filment du contenu de leur journée, de leurs loisirs, etc., ça fait partie de leur boulot. Donc, je sais pas ce qui est le pire, la vérité. Tout ça pour dire que j'ai fait un petit peu de shopping, j'ai acheté un livre, et je me suis dit que j'allais vous montrer les quelques achats que j'ai effectués au cours de ces derniers mois, donc que vous n'avez pas vu, vu que je n'ai rien posté. Cela va également me permettre de vous présenter ma palle de vacances, si j'ose dire, parce que, alléluia, j'ai enfin 2 semaines de vacances. Ce sont mes premières 2 semaines de vacances depuis des années. Je suis trop contente, j'ai l'intention de ne rien faire, je crois. Je vais surtout me reposer et lire.
Il est vaguement possible également que je parte en train quelque part. Et comme je compte pas faire grand chose à part dormir et lire, je suis en train en ce moment de réfléchir à ce que j'ai envie de lire pendant mes vacances qui se rapprochent à grands pas. Au moment où je filme, je suis en vacances dans 3 jours. Quel merveilleux son! J'ai une petite pile de livres que je vais vous montrer. Le livre que j'ai acheté hier s'appelle Renoncer au voyage. C'est un essai de Juliette Maurice. Oui, je commence très fort, vraiment. Pourtant, je suis quelqu'un de très optimiste, hein, je promets. C'est un ouvrage très récent, je pense qu'il est sorti il y a quelques semaines ou mois, qui est une réflexion, on va dire, philosophique sur le voyage, et comme le titre l'indique, sur le fait de renoncer au voyage. Pourquoi partir, dans quelles conditions, est-ce qu'on apporte plus de bien que de mal, etc. Je ne sais pas si j'ai déjà abordé cette question en vidéo. Je réfléchis depuis des années à mon impact sur ce qui m'entoure de façon générale. Par exemple, je n'ai pas de voiture, je mange relativement local, je mange pas d'animaux, donc j'essaye vraiment de faire en sorte que ma présence ait le moins d'impact possible, et cela dans tous les aspects de ma vie. L'un d'eux est le voyage. Ma façon de voyager a beaucoup évolué au cours de ces 15 dernières années, et je suis encore en réflexion à ce sujet. J'essaye de réfléchir à une manière de voyager de façon plus éthique, et cela sur tous les plans, que ce soit en ayant un point de vue un peu plus décolonial sur la façon de voyager, même si j'ai jamais réellement eu ce point de vue, j'ai toujours tendance à voyager dans les pays des Nord et pas les pays des Sud. Je tente toujours de partir dans des endroits qui ont un PIB relativement similaire au mien, à celui de la France, pour plein de raisons, et je pense qu'un jour je vous parlerai de ça lorsque j'aurai un petit peu plus réfléchi à la question, parce que là je prends des idées un petit peu partout, je réfléchis un petit peu toute seule, mais je discute pas vraiment de ces questions-là, et c'est vrai que ça pourrait être assez intéressant d'aborder cette question, peut-être en voyage justement. Lui, c'est sûr qu'il me suit. Un ouvrage totalement différent, c'est un premier tome d'une saga de fantasy. Le premier tome s'intitule Le Trône de Jasmin, il a été écrit par Tasha Souri. Alors, vu comme ça, vous allez vous dire, ça fait très ouvrage de romantasy. Ça n'en est pas, il n'y a aucun problème avec la romantasy. C'est simplement pas un genre que je lis beaucoup, ça peut m'arriver d'en lire, il n'y a aucun problème avec ça. Là, c'en est pas un. Et je pense que c'est ce qui peut un petit peu desservir ce livre, parce que c'est un ouvrage de fantasy adulte. Donc les lecteurs et lectrices de fantasy adulte vont voir ce livre et se dire ça fait quand même assez jeunesse ou romantasy. À l'inverse, les lecteurs et lectrices de romantasy vont se dire c'est bon, ça c'en est. Et ils vont se retrouver avec une fantaisie adulte et risquent d'être déçus. Je ne suis pas certaine de la décision éditoriale qui a été faite à ce sujet. Je précise que la version disponible en librairie ne ressemble pas à ça. Ça, c'est une épreuve non corrigée, parce que j'ai demandé à ma meilleure amie de m'acheter cet ouvrage en occasion. Donc je lui ai même envoyé un lien. Il se trouve que l'ouvrage qu'elle a reçu est celui-là, un ouvrage d'épreuve non corrigée. Épreuve non corrigée, c'est interdit de les vendre. J'étais assez énervée contre moi et contre la personne qui vend ce livre. On sait très bien que c'est interdit, c'est écrit dessus qu'il est interdit de les vendre. J'ai commencé à le lire. C'est une fantaisie, on va dire, d'inspiration indienne, pakistanaise, voilà, de façon assez globale. C'est simplement pour vous situer la zone géographique que j'utilise ces mots-là. Cet ouvrage suit essentiellement deux protagonistes féminins, donc la sœur de l'empereur qui a refusé de se suicider pour permettre voilà, le bien-être des autres, etc. Voilà, on sait très bien comment ça marche dans tout ce qui relève du fanatisme religieux, et une servante qui est assez étrange, qui semble dotée de pouvoirs un petit peu différents, qui relève un petit peu de son passé, etc. C'est littéralement tout ce que je sais parce que je n'ai pas lu plus, j'ai lu littéralement ceci. Je suis à la page 54, les protagonistes ne se sont même pas encore rencontrés, donc je ne peux raconter que ça. J'ai très envie de lire de la fantaisie en ce moment, et cet ouvrage m'a été beaucoup recommandé, notamment pour tout ce qui est diversité, le fait que les personnages soient queer. Ça change en fantaisie, vraiment. J'aime beaucoup la fantaisie des années 90. Une fois que j'éteins mon cerveau, j'aime. Mais j'ai aussi envie d'aimer des livres sans éteindre mon cerveau. Et j'espère que cet ouvrage me permettra de le faire. En occasion, j'ai trouvé Le Tueur intime de Claire Favant. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais juste que c'est un roman policier qui parle de la découverte et de la traque d'un tueur en série. C'est typiquement le genre d'ouvrage que j'ai envie de lire en vacances. La libraire me l'a recommandé et à mon avis ça va se lire très bien. On m'a également offert le cycle de Sif, le premier tome, L'Enfant de poussière de Patrick K. Dooney. Je crois que c'est en français.
Oui, dans le Limousin, en effet. C'est un Français. J'ai vu beaucoup cette série passer chez absolument tout le monde. Je pense que c'est assez masculin comme fantaisie. Là, on part plus sur de la fantaisie assez classique. Il y a un orphelin, son destin va être bouleversé, il y a des intrigues politiques, la mort d'un roi, plein de choses qui me tentent beaucoup. Je ne sais pas si je vais l'emmener lui, mais je devrais pas tarder à le lire. Ensuite, en e-book, j'en ai pris plusieurs également. J'ai pris un ouvrage de romance qui s'appelle A Novel Love Story de Ashley Poston, parce que tout le monde a besoin d'un petit peu de romance fictive dans sa vie, je pense. Ou non fictive, hein, bien sûr, ça dépend de vos intérêts. Il me semble que c'est l'histoire d'une lectrice qui va se retrouver, on ne sait comment, plongée dans son monde de littérature préférée. J'ai pas besoin de plus, vraiment. J'ai également pris Fantaisie guerrière de Guillaume Lebrun. Alors, c'est une sorte de réécriture de l'histoire de Jeanne d'Arc, mais de manière beaucoup plus intéressante politiquement, très fantaisiste, avec un jeu sur le langage qui mélange l'anglais, le français, des termes moyenâgeux. On s'entend. Je suis tombée complètement par hasard sur cet ouvrage et il y a eu un déclic parce que quelques jours avant, j'étais allée au Puy du Fou. Pour la première fois depuis que j'étais enfant, je n'ai pas payé pour un... J'avais une invitation, je ne paierai pas et je ne donnerai pas d'argent au Puy du Fou. Et je me suis très bien amusée avec mes amis. Sur la forme, aucun problème. Mais sur le fond, c'était tout de même une plongée, mais dans un monde à part. Mais ça faisait tellement longtemps que je n'y étais pas allée. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Dites-moi si vous y êtes retourné récemment. Mais à quel point ça a empiré en fait. Il y avait même des bus de pèlerins. C'est très orienté politiquement et religieusement. La façon de réécrire l'histoire est absolument folle. Vraiment. La forme est vraiment géniale. Hein. C'est très très beau. Si on passe outre le fait qu'ils utilisent des animaux. Mais vraiment, le fond, c'est une étude. Je suis sûre qu'il y a plein de reportages à ce sujet, j'en ai pas regardé, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Ça fait un petit peu peur, parce qu'on ne sait pas si les gens qui y vont croient réellement à ce qu'ils voient, s'ils ont conscience que c'est complètement orienté ou autre, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il faut le prendre. Personnellement, j'étais plutôt amusée de ce que j'ai vu parce que j'avais un recul, mais je me dis que des enfants n'ont pas ce recul. Personnellement, lorsque j'y suis allée enfant, je n'avais pas ce recul. Et je m'attendais pas à trouver ça, honnêtement, en y retournant. Je savais qu'il y avait des choses, je ne pensais pas que ça avait empiré de la sorte. Quand je suis tombée sur cet ouvrage parodique de l'histoire de Jeanne d'Arc, je me suis dit... c'est fait exprès, quoi. C'était 2 jours après que je sois rentrée, il fallait que je le lise. Je sais qu'aujourd'hui je propose pas des résumés extrêmement développés, je n'ai pas lu ces ouvrages, je vous exprime donc plus les raisons pour lesquelles j'ai acheté et pour lesquelles je souhaite lire ces livres. Ce qui est généralement, à mon sens, le plus intéressant dans un book haul. Je pense que j'en avais et j'en ai d'autres ici, bien sûr. J'ai Londres, de Virginia Woolf. Classique. Je suis allée à Londres avec ma maman, je vous en ai parlé dans le dernier vlog. Donc avant de partir, j'ai acheté cet ouvrage qui est un recueil de nouvelles que Virginia Woolf a écrit sur Londres. Elle était située dans le quartier de Bloomsbury, qui est aussi l'endroit où nous avions notre hôtel, donc voilà, tout semblait un petit peu écrire et s'écrire. Je l'ai commencé dans l'Eurostar, mais il faudrait que je le finisse, parce que c'est vrai que sur place, j'ai pas du tout le temps de le continuer. Vous le savez peut-être, Virginia Woolf est l'une de mes autrices préférées. Elle n'est pas forcément simple à lire, mais en même temps, elle n'est pas si difficile. C'est simplement qu'il faut que notre cerveau soit en phase avec ses mots. Et une fois qu'on est connecté à elle, ça coule tout seul. Un ouvrage de Goliarda Sapienza, cette fois-ci, une autrice italienne que vous connaissez peut-être. Je vous ai présenté il y a quelques années son livre le plus connu. Je ne l'ai toujours pas lu. Hein. Celui-ci est un beaucoup plus petit livre qui s'intitule Rendez-vous à Positano. Je ne sais pas, je trouvais que le titre convenait bien pour des vacances. Je vais souvent en Italie et là, je ne sais pas, ça m'avait assez intéressée. J'ai vu que Camelot Magicado n'avait pas aimé cet ouvrage et pourtant ça m'a attirée de le voir mentionné. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, lorsque je ne veux pas recommander quelqu'un, je n'en parle tout simplement pas. J'en parle même pas négativement parce que même les critiques négatives peuvent donner envie à quelqu'un de découvrir l'ouvrage. La preuve. Donc voilà, simplement micro aparté. Ce qui m'a intéressé dans cet ouvrage, c'est tout d'abord l'autrice. Sapienza était une autrice italienne anarchiste qui est décédée en début des années 90. Elle est décédée sans que son travail soit lu et connu. Donc pas une vie facile du tout. Deuxième intérêt, Positano, forcément, Naples, tout ça. Ça a un son
de vacances pour moi qui suis actuellement épuisée. Et ensuite le fait que ça parle d'une relation, j'ai envie de dire, d'amitié, d'amour, je dirais même une relation d'âme en fait, entre deux femmes sur plusieurs dizaines d'années. Et je n'en sais pas plus, et je n'ai pas envie d'en savoir plus, rien que ça me donne envie. Le dernier ouvrage est derrière moi, je vais vous l'apporter. Il s'agit d'une histoire globale des révolutions, publiée aux éditions de la Découverte. Comme le titre le laisse supposer, il s'agit d'une histoire condensée des révolutions à travers le monde et à travers l'histoire. Vous avez tous ces auteurs et autrices qui ont contribué à la création et à l'écriture de cet ouvrage. C'est un ouvrage qui est composé en 4 parties principales. Dans un premier, on réfléchit aux révolutions. Qu'est-ce qu'une révolution? Comment est-ce que le terme est né? Comment est-ce qu'on passe de la révolution à les révolutions? Est-ce qu'on peut les comparer? Sur une deuxième partie, il y a plus une notion de révolution avant les révolutions, donc avec la préhistoire, les révolutions romaines. Une troisième partie sur on va dire les constellations, toutes ces révolutions un peu partout, les révolutions chinoises au 19e siècle, les révolutions africaines, l'Iran 79. Ensuite, une quatrième partie avec des essais un petit peu plus philosophiques sur plein de questions, sur la place des femmes, comment est-ce qu'on représente les révolutions à travers l'art par exemple, la notion de la violence, voilà donc absolument intéressant. En plus, couverture magnifique. Je fais pas attention généralement aux couvertures, mais là, très très joli. C'est notamment pour ça qu'il reste toujours posé derrière et aussi parce que j'ai aucune place pour mettre mes gros livres. Donc de plus en plus, ils sont un petit peu mis partout, ce qui n'est pas un problème du tout. Et cette présentation de livre est terminée. Je pense que je vous retrouve dans quelques jours, voilà, pour la suite de cette vidéo. Every minute slipping by, even when I close my eyes, ruthless I know. You might even wonder why I go MIA sometimes. I can't deny. Try to hold on to the things I can't keep. Through my fingers, I was losing control. Took a couple months till you knocked on my door. Sat by the sea while the waves fell asleep. Didn't know what I should have let go. Thought I lost my way, but now I am sure. If I Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre qui est en lien avec plusieurs sujets d'actualité, actualité générale, également actualité personnelle. Je ne sais pas par quel point commencer. Je vais commencer par le personnel et on va aller ensuite au général, ce qui a peut-être plus de sens. Il y a quelques semaines, j'ai été agressée au travail par un homme qui avait, je sais pas, entre 30 et 40 ans. Voilà, il n'était pas content de quelque chose, il m'a demandé, il a exigé de façon extrêmement violente et vulgaire voilà, quelque chose, je lui ai refusé, parce qu'il n'y avait aucune raison pour que je lui accorde. Il l'a extrêmement mal pris, donc il s'est montré ensuite très menaçant, ça a très vite escaladé, et le lendemain, lorsque j'en ai donc parlé à ma responsable, donc elle a vu il y avait des caméras, elle a vu les caméras, elle a vu la personne, et l'une des choses qu'elle m'a dites entre autres, c'est bah dis donc, j'aurais jamais pu imaginer en le voyant voilà, qu'il serait comme ça, qu'il aurait agi de la sorte. Et ça va un petit peu avec tout ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Au moment où je filme cette vidéo, nous sommes en plein dans le procès des viols de Mazan. Donc le fait que Dominique Pellico est drogué, violé et fait violer par des dizaines et des dizaines d'autres hommes son ex-femme. Donc une affaire absolument atroce, une affaire qui arrive tous les jours, pas forcément avec une telle ampleur,
mais les viols, ça arrive absolument tous les jours, hein, qu'on soit bien d'accord. Et en même temps, il y a une autre actualité qui a un petit peu résonné avec tout ça. J'habite La Rochelle. La Rochelle, c'est une ville absolument géniale, que j'adore, dans laquelle j'ai grandi, donc je connais très bien, je m'y sens bien. Et c'est aussi une ville de rugby. Rugby, j'avoue que je m'intéresse pas du tout au rugby. Je crois que je n'ai jamais vu de ma vie un match de rugby en entier. La dernière fois que j'ai dû voir un extrait de rugby, ça doit dater d'il y a plus de 10 ans. Donc vraiment, peu importe le rugby. Mais c'est un sport qui est adoré ici. Vous n'êtes probablement pas passé à côté du fait que l'un des joueurs du Stade Rochelais a été inculpé en Argentine pour viol aggravé. Et la façon dont son avocat le défend, la façon dont la fédération de rugby, et plus particulièrement dont le Stade Rochelais le défend, est à vomir. C'est à vomir comme absolument tout ce dont j'ai parlé depuis le début de cette vidéo. Et ça revient un petit peu à la même chose, qui est le point central du livre que j'ai envie de vous présenter, Le bon père de famille. J'ai envie de vous parler de cet ouvrage de Rose Lamy qui s'intitule En bon père de famille. Cet ouvrage est particulièrement adapté, recommandé en cette période. C'est littéralement l'ouvrage qui explique la façon dont sont traités tous ces événements, la façon dont sont perçus ces hommes. Il a bon à chaque page, il y a des moments qui sont durs et durs, qui rappellent certains événements qu'on a vécus dans l'actualité. Je pense, je vais en reparler, mais je pense notamment au fait que le César du meilleur réalisateur ait été accordé à Polanski pile au moment où il y avait des manifestations à son encontre. Et en fait, j'ai souvenir de cette claque qu'on s'est reçue, une claque mutuelle, que voilà, toutes ces femmes se sont reçues ce soir-là. Et j'ai l'impression de vivre la même chose là depuis quelques semaines. C'est épuisant, c'est écœurant et c'est très dur. Et j'ai vraiment envie de dire à toutes les femmes qui peuvent tomber sur cette vidéo que voilà, que vous n'êtes pas seules et que je sais très bien que nous souffrons toutes vraiment en ce moment de tout ce que ça dit et tout ce que ça ne dit pas, parce que le principal ici, c'est vraiment l'indicible, je dirais, de la situation. C'est tout ce qu'on comprend derrière, tout ce que ça signifie sur ce qu'on vaut, absolument rien, hein, d'accord? Parce que c'est-à-dire que même s'il y a des preuves, s'il y a des vidéos, s'il y a des témoignages, s'il y a des preuves écrites, même là, on ne vous croit pas. Parce qu'on passe notre vie à entendre « non mais il faut parler, c'est bien, etc. » Sauf que quand tu parles, on va toujours chercher à faire en sorte de minimiser ce qui est arrivé. Comment est-ce qu'on peut minimiser cette affaire? C'est horrible. Je reviens un tout petit peu sur moi, c'est une parenthèse complètement auto-centrée, je suis désolée pour ça. Il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai arrêté le droit. Pour les personnes qui découvrent ça, j'ai fait nombreuses études de droit, puis j'ai passé le concours de magistrature, etc. J'ai complètement arrêté ça. C'est une autre partie de ma vie. L'une des raisons, il y en avait beaucoup, l'une des raisons était notamment que politiquement, je grandissais beaucoup à ce moment-là et je n'arrivais plus du tout à me retrouver dans ça. Et lorsque je vois la façon, aussi bien des magistrats que des avocats, de traiter cette affaire, les mots qui sont utilisés, chapeau aux personnes qui arrivent à rester dans ce milieu et à se battre, mais waouh, vraiment, c'est très très dur à lire, très très dur à entendre. J'avoue que je suis dans une phase où je me protège beaucoup sur ça, donc je me tiens au courant, mais il y a des choses que j'essaye de limiter en information parce que c'est tout de même très, très puissant, très violent. Et bien sûr, là je dis que c'est violent pour moi, mais comme je le dis, c'est violent pour toutes les femmes et c'est violent en premier pour la victime. Hein. Je ne sais pas si elle souhaite qu'on mentionne son nom, j'en sais rien, donc je ne vais pas forcément le mentionner. Et je pense qu'on pense tous les jours à son courage. Je pense que voilà, on se sait, et voilà, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Pour revenir à En bon père de famille, d'ailleurs, on revient à nouveau au droit. Je crois que mon premier cours de droit de toute ma vie, on m'a parlé justement de cette expression en bon père de famille. Je ne sais pas si c'est encore ce qu'on apprend en cours de droit, mais nous on nous apprenait à réfléchir en bon père de famille. Qu'est-ce que ferait le bon père de famille? Et donc si ça dérive de ça, alors là il peut se poser telle question ou telle question.
Cet essai est organisé en 4 parties. Il est composé tout d'abord d'une introduction où l'autrice part d'elle-même et de son expérience personnelle, le fait que son père ait commis des violences à l'encontre de sa mère, ce qu'elle ignorait enfant, ce qu'elle a appris plus tard. Donc elle aborde cette question pour ensuite partir sur le sujet de façon un petit peu plus générale. Dans une première partie, elle aborde la question de la cellule familiale où la majorité des violences ont lieu. Cellule familiale qui enferme plus que protège, malheureusement. Et elle développe ensuite sur les chapitres suivants, sur la façon dont cette cellule familiale s'étend à tous les domaines, toutes les sphères de la société. On part du fait que dans la cellule familiale, Col Napoléon, etc., les femmes étaient des objets des hommes, et qu'elles le sont en fait toujours restées, parce qu'ils peuvent disposer à leur guise d'elles, sans que cela fasse broncher les autres, parce que c'est le cas dans toutes les autres cellules familiales. Pourquoi les dominants et les créateurs de ce système chercheraient à le changer? Dans cette partie-là, elle parle aussi de la façon dont la violence est légitimée, le fait qu'on a mérité en fait cette violence, qu'on l'a un petit peu cherchée. Tout dans cet ouvrage, elle aborde des exemples très concrets qui relèvent de l'actualité. L'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à suivre d'ailleurs cette autrice, c'est parce qu'elle était l'une des premières à parler de l'affaire Johnny Depp Amber Heard en la soutenant elle. À cette époque, c'était effroyable le déferlement de violence qu'elle subissait, alors qu'il y avait plein de preuves contre lui, alors qu'on a pu diffuser les SMS dans lesquels il disait clairement qu'il allait brûler son cadavre et ensuite le violer, enfin des choses absolument édifiantes. Et voilà, les gens ne rebondissaient pas du tout dessus parce que c'était elle, parce qu'elle le méritait, parce qu'elle disait non, et parce qu'elle se battait, parce qu'elle n'était pas soumise, et parce qu'elle ne correspondait pas au profil de la bonne victime. Dans la deuxième partie, elle aborde le fait qu'il est important pour ces hommes de se distinguer de la notion de monstre, parce que il n'y a que des monstres qui peuvent commettre de telles atrocités, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être monsieur tout le monde. Ça ne peut pas être le bon père de famille, lui il ferait jamais ça. Donc c'est forcément les autres, c'est forcément les monstres. Et ensuite dans la troisième partie, elle parle d'ailleurs du fait que l'autre c'est généralement l'étranger. Donc forcément l'autre, c'est forcément l'étranger, c'est forcément l'immigré qui vient pour violer nos femmes. À nouveau, ça relève essentiellement de la cellule familiale, donc non, elle montre à travers énormément d'exemples, d'affaires, à quel point c'est si bien fait, notamment par le biais des médias. Des personnes d'ailleurs qui utilisent les médias, je veux dire, les personnes qui donnent des interviews auprès des journalistes, la façon dont c'est fait finement, à quel point on se distingue des... Alors soit c'est ce monstre vraiment, genre la bête féroce qui se jette sur les femmes, ou alors c'est quelqu'un qui est tellement intelligent. Elle essaye d'ailleurs de faire un parallèle entre la façon dont est traité Michel Fourniret et Jonathan Daval. Jonathan Daval, on est d'accord, hein, tout le monde le savait, hein, que c'était un menteur, on le savait toutes. Avec ses larmes de crocodile, c'est vraiment quelque chose qui... Ah là, Daval, c'était un peu le même genre que l'affaire Johnny Depp, l'affaire Polanski. C'est dur, honnêtement c'était dur à lire. La partie sur Daval, j'ai dû poser le livre plusieurs fois parce qu'elle énonce des vérités, et des vérités que l'on sait, et ça fait mal de voir ces mots posés, ça fait mal de voir les mots que d'autres personnes ont prononcés pour dédouaner cette personne, notamment après qu'on ait su. C'est ça qui est le plus dur, parce qu'en fait peu importe la vérité, on cherchera toujours à les protéger. Et elle conclut par sa quatrième partie qui est la notion de séparer l'œuvre de l'artiste, qui est la stratégie ultime des bons pères de famille. J'ai fait une vidéo il y a, je sais même pas, peut-être 5-6 ans à ce sujet, où j'avais expliqué mon point de vue, qui est toujours à peu près le même d'ailleurs, qui est que non, on ne sépare pas l'œuvre de l'artiste, c'est impossible. Et elle montre à quel point c'est utilisé à toutes les échelles de la société, même Darmanin au gouvernement. On te dit oui, voilà, donc il a fait ça, mais à côté, c'est bien, hein, c'est un bon ministre. Hein. Enfin, dans les deux cas, c'est... Où, quand, comment. Donc on essaye tout le temps de te dire oui mais. Il n'y a pas de oui mais. Non. Je vais conclure là ce petit segment de vidéo et je vous retrouve pour des instants un petit peu plus doux dans quelques jours. If I spend all my days searching for gold, I would be running out of time to see all your beauty and beyond. So instead I'll sing this song.
retrouve décidément toujours au même endroit, je suis désolée, c'est là où il y a le plus de lumière, pour moi c'est plus facile. J'avais envie de vous montrer deux choses aujourd'hui. Tout d'abord, regardez-moi cette petite plante en tissu, tricot. Je trouve ça tellement mignon dans un petit pot, vous voyez, un vrai pot en terre cuite. Un vrai, ça ressemble vraiment à une plante normale. Alors ça c'est une plante que j'ai achetée parce que j'adore avoir des plantes dans la cuisine. Sauf que personnellement ma cuisine n'est pas très lumineuse. À chaque fois que j'en mets une, malheureusement elle meurt au bout de plusieurs mois. Et encore, le fait qu'elle tienne plusieurs mois c'est bien. Je trouve pas ça très intéressant financièrement, écologiquement, voilà, il n'y a pas trop d'intérêt, mais j'en veux vraiment une, donc j'ai trouvé ça dans une petite boutique à La Rochelle qui a été faite par une créatrice locale, donc je peux vous mettre le nom dessous si ça vous intéresse. C'est une plante qui me durera toute ma vie, c'est un petit piléa, beaucoup trop mignon. J'avais envie de le montrer parce que je pense que c'est important d'avoir des plantes. J'ai des plantes chez moi, mais quand on n'a pas beaucoup de luminosité, des fois c'est pas simple de les faire tenir et avoir des solutions autres que des plantes en plastique, ça peut être intéressant. Je vais la poser là en attendant. Je vous montre juste parce que je suis trop contente. J'ai retrouvé toutes ces cartes postales en provenance du musée Marmottan à Paris. C'est vraiment un de mes musées préférés au monde, je pense. Parce que j'avais très envie de rajouter un petit peu de lumière chez moi. Notamment vous voyez derrière là c'est assez blanc. Alors je suis en location donc je peux pas non plus changer trop de choses, même peindre j'ai pas particulièrement le droit, donc je fais un petit peu avec ce que j'ai. Et regardez-moi tout ce que j'ai comme carte postale qui va m'aider un petit peu à éclairer ça, et je pense même en mettre sous mon tableau là, vous ne le voyez pas particulièrement. J'ai un tableau qui est assez haut parce que malheureusement le crochet était haut et j'ai pas pu percer le mur autrement, que j'adore, de Sally Gabori, dans mon top 5 des tableaux, donc je suis très contente de l'avoir. Je pensais peut-être mettre également un mur impressionniste ou ce genre de choses, parce que c'est essentiellement ça que l'on trouve au musée Marmottan, des peintres et peintresses impressionnistes, essentiellement deux que j'adore, classiquement Monet et Berthe Morisot. Donc vous voyez, avec tout ce qu'on peut retrouver, je suis au paradis. Il y a des cartes qui sont au format classique, il y en a qui sont en carré comme ceci, il y a même des grandes. Il y a des moments où il faut se faire plaisir avec de simples choses, et moi ça me fait du bien d'avoir des couleurs. J'aime beaucoup le vert et le rose comme vous pouvez peut-être le voir. Il n'y a pas forcément beaucoup de rose en impressionnisme, mais il y a du vert et ça j'aime ça, et donc j'avais envie de décorer un petit peu ça. Je pense pas qu'on va le faire dans ce vlog, je pense que ça sera fait peut-être à ma prochaine vidéo parce qu'il faut encore que j'arrive à me projeter, et de façon beaucoup plus pragmatique, je n'ai rien pour les accrocher. Pour moi ça me permettra de réfléchir à ce que j'ai envie de mettre. L'avantage c'est que comme j'en ai beaucoup, je dois en avoir, je sais même pas combien j'en ai, peut-être 50, 60, je peux tourner avec, donc ça j'aime bien. Je crois que j'ai quelques doubles, donc ça va aussi pouvoir me servir de carte postale classique, parce que je fais partie de ces vieilles personnes qui envoient toujours des cartes postales. Donc voilà. Je vais pouvoir faire un mur de nymphéa, vraiment. Musée Marmottan, si vous aimez Monet, c'est le musée où il faut aller. C'est encore plus que Orsay, qui est extrêmement connu et avec beaucoup de monde. Honnêtement, le musée Marmottan, vous y allez un jeudi à l'ouverture hors saison, c'est génial, il n'y a personne et vous avez des salles entières de tableaux pour vous, c'est vraiment un énorme coup de cœur ce musée. Frustré, qui n'a jamais obtenu les postes de ses rêves et qui se fait sans doute tromper par sa femme Clémence Monroe, une créole blanche née en Martinique. Il supporte très mal cette situation. C'est un homme triste. Comme vous le voyez, c'est un peu bizarre ce plan. Une des choses qui me détend ces derniers mois, c'est de peindre, et plus particulièrement de replonger en enfance. Vous voyez, c'est ce genre de peinture là. Et là, en grand format, vous avez des numéros qui correspondent à des numéros de peinture. C'est extrêmement satisfaisant. Et là, j'ai coupé le son pour pouvoir vous parler, mais j'écoute en même temps la seconde partie de la vidéo d'Histoire Crépue sur l'histoire du racisme. Je crois que c'est le seul homme que j'écoute sur YouTube qui ne soit pas dans la sphère ASMR ou Booktube. Et je le trouve très intéressant. Et là, j'avais du retard sur ces vidéos. Donc je rattrape un petit peu. Il faudrait peut-être que je vous regarde, c'est peut-être pas intéressant de me voir peindre. En fait, chez moi, j'ai pas de télé. Et j'utilise pas l'ordinateur pour regarder la télé. Donc YouTube, c'est vraiment ma télé.
je regarde pratiquement que ça, quoi. De temps en temps, je peux voir autre chose, mais de façon régulière, tous les jours, je consomme du contenu sur YouTube. Et j'aime toujours autant, je trouve toujours des choses qui m'intéressent. Bref, pourquoi je dis ça? Oui, parce que je parlais d'histoires crépues. Je veux savoir, qu'est-ce que vous regardez sur YouTube? Je regarde toujours des vidéos qui traitent généralement de la même chose. Donc soit ça parle de livres, soit ça parle de voyage, de nourriture, d'ASMR, des vlogs d'ambiance un peu cosy, ce genre de choses. C'est vraiment les 5 choses que je regarde sur YouTube. Et j'ai une playlist de vidéos à regarder plus tard absolument énorme. Mais c'est mon petit plaisir, vous voyez, dès que j'ai du temps, ou quand je mange, ou ce genre de choses, c'est aussi l'avantage de pouvoir habiter seule. Si je veux regarder quelque chose pendant que je mange, je peux regarder là ce que je veux, et j'en profite justement pour rattraper mon retard de vidéos, parce qu'il y en a qui m'intéressent, et en même temps, elles restent tant que le créateur ou la créatrice la maintient en ligne, donc c'est tout de même intéressant, quoi. Elle ne disparaît pas rapidement a priori. Voilà, juste avant d'ailleurs, j'ai regardé l'objectif en parlant de ça, juste avant cette vidéo aussi, j'ai regardé la dernière vidéo de Margarito sur la littérature extrême droite et fascisme, le lien entre ces éléments, et je vous recommande chaudement d'aller la voir, d'aller lui apporter plein de positifs, parce que je sais qu'elle se prend plein de négatifs sur cette vidéo, et c'est absolument pas mérité, de toute manière c'est jamais mérité. J'ai pas envie qu'elle souffre de son courage. Et en fait j'ai l'impression que c'est quand même une trame un petit peu dans ce vlog-ci, la notion de courage des femmes. L'idée est que allez voir sa dernière vidéo, elle est vraiment extrêmement intéressante, et n'hésitez pas à la partager et à la commenter. D'ailleurs, je n'ai pas encore posté mon commentaire parce que, voilà, c'est le souci d'avoir les vidéos en attente, c'est que dès qu'il y en a une qui se termine, j'enchaîne sur une autre et j'ai pas le temps d'aller commenter. Donc c'est mon gros problème, je regarde énormément de vidéos et je commente très peu. Donc ça, il faut vraiment que je travaille dessus. Donc voilà, mais sinon dites-moi vous ce que vous regardez sur YouTube, ce qui vous intéresse. Vous savez, quand on regarde sur le téléphone, le temps que l'on passe sur son téléphone et sur quelle application. La première c'est WhatsApp, ce qui semble assez logique pour un téléphone, voilà, contacter et discuter. Et la deuxième c'est YouTube. C'est vraiment les 2 applications que j'utilise le plus. Et j'aime bien ça. Je me dis que voilà, je suis pas encore trop perdue, parce que je peux quand même faire d'autres choses en même temps que je suis sur les vidéos, comme à présent. Sauf que là, en plus, je parle avec vous. D'ailleurs, c'est pas très poli. Faut que j'arrête de faire ça, mais c'est vrai que c'est tellement tentant. Mais bref, c'est très très addictif. Donc vraiment. En fait, je suis vraiment une enfant. Moi, j'aime manger, lire, dormir et peindre. Et voyager aussi, forcément. D'ailleurs, il faudrait vraiment qu'on se fasse cette vidéo sur le voyage. Ça me tente vraiment. Bref, bon, moi je vais continuer ma peinture, hein, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et me raconter un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Au revoir.